Nicolas Boutière. Week-end va dire bonjour, merci d'être les invités cette semaine de l'école du mercredi. On va parler de PILS et de l'ANFEN, on va parler un peu du budget. Vous avez rencontré le ministre des Finances, alors première réaction à cette rencontre? Bonne réaction. Plutôt bonne. Je m'attendais à des temps d'échange relativement courts et peu nombreux, et ça n'a pas été le cas. On a été plutôt une bonne quinzaine de personnes à prendre la parole, il me semble. Et non, oui. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'était le niveau de préparation de chaque intervenant. Je trouvais que les interventions étaient plutôt de qualité et qu'il y avait une bonne écoute de la part du Premier ministre. Et donc, c'est un exercice satisfaisant. Contrairement aux années précédentes, je crois qu'il y a eu un progrès. Donc, vous vous êtes réunis à 22 associations, ONG, on pourrait dire. Pourquoi vous êtes réunis? C'est pour avoir comme si parler d'une seule et même voix? D'abord, c'est une question pratique. Parce que tout le monde n'a pas la parole à ces consultations-là, et nous nous sommes dit que ça aurait été tellement plus intéressant de faire un petit workshop, et on a fait ça la veille. On s'est réunis à Rosil, on a réuni les 22 ONG, et ce n'est pas la première fois que nous faisons ça, nous l'avons fait l'année dernière également. Donc les gens viennent, ils sont repartis en clusters, et on discute, et on met les choses de manière prioritaire, on essaye de formuler des demandes beaucoup plus lié au budget qu'autre chose. Tout le monde va venir parler des problématiques de son ONG, mais on encourage que tout le monde puisse demander des choses. Est-ce que vous avez appris de votre première... Vous m'avez dit là, vous avez appris comment ça fonctionne, comment il faut deal avec un ministre des Finances et ses techniciens, Nicolas? Je n'étais pas là l'année dernière, mais c'est... Non, pour ma part, certainement l'exercice devait être plus facile à piloter cette fois-ci. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, quand on se réunit comme ça, au-delà du fait qu'il y a, bien entendu, chacun ses spécificités, ses problématiques propres à sa structure, on a des problématiques transversales. Et ça, c'était vraiment intéressant de voir. Et on voit aussi que la MACOS, finalement, rejoint beaucoup de points sur lesquels nous avons mis l'accent pendant la consultation budgétaire. Donc, oui, et ça, on l'a entendu le jour tout à fait. de la consultation avec le Premier ministre. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de consultation? Non, pas avec le MACOS. Pas directement, même si sur une des ONG, quelques ONG, je crois qu'il y avait une ONG qui était là, il y a quelqu'un qui est membre du board de la MACOS qui était présent. Donc, mais je crois qu'il avait déjà fait le travail préliminaire avant, et on se rejoignait tout à fait, entre autres sur la reconnaissance et le statut des ONG. Vous avez parlé de transversal, c'était quoi la transversalité? La transversalité, justement, c'est le premier point que nous avons abordé avec le Premier ministre, c'est qu'il faut mettre de l'ordre dans les ONG à l'île Maurice. On a des milliers d'organisations enregistrées à l'île Maurice et qui ne reflètent pas du tout la réalité de terrain. On est tout au plus 150 ou 200 à être vraiment impliqués sur différentes thématiques. Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. On a des associations qui ont différents niveaux de structuration, différents niveaux de budget, différents temps d'existence. Et il s'agit de reconnaître aujourd'hui les ONG qui sont bien structurées, qui font un bon travail, et faciliter leur travail grâce à des mesures budgétaires, mais aussi des statuts qui peuvent évoluer. Et je pense que c'est là aussi où la MACOS nous rejoint complètement. Et on a parlé de statut d'ONG d'utilité publique, comme ça existe dans beaucoup de pays, notamment en France, au Canada. Donc l'idée, c'est d'avoir, pour mettre de l'ordre, c'est de savoir quel est le travail que fait l'organisation non gouvernementale. Est-ce que c'est une activité pour le bénéfice des membres seulement, ou soit c'est pour la communauté? Donc par exemple comme PILS ou ANFEN, nous œuvrons pour le pays, nous œuvrons pour... c'est un rayonnement beaucoup plus large, et voilà pourquoi il faudrait catégoriser, de bien comprendre c'est quoi cette ONG qui travaille en partenariat avec l'État pour faire reculer des maux de la société MAUX, et de collaborer afin de faire prospérer le pays sur le niveau social. Donc ça c'est important. Et c'est là où des mesures budgétaires peuvent rentrer en jeu pour les aider, pour les accompagner dans mesure de fiscalité, en mesure de support, de moyens, de matériel, etc. Et est-ce que vous avez proposé un plan au ministre pour vous dites catégorisation des ONG? Oui, alors nous avons proposé... Qui va catégoriser? Il faut avoir une structure, un département, on sait qu'il y a une instance. Il y a une instance qui est le Registrar of Association, qui a besoin d'être dépoussiérée, qui a besoin
d'être revu. Je crois qu'on fait de la gestion d'ONG de la même façon qu'on en faisait il y a 40 ans. Le pays a changé, les structures ont changé, les services offerts ont changé. Il faut que le Registrar of Association se dote de nouveaux outils de suivi absolument importants. Pour l'instant, une association comme PILS est considérée sur le même niveau qu'une association sportive. On a un souci. On a des centaines et des centaines de structures qui ont été enregistrées et qui sont des coques vides et qui ne travaillent pas, qui n'existent pas, on le sait. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ce qui est important, parce que c'est une reconnaissance aussi de ce troisième secteur. Il y a l'État, le secteur privé et les associations, les ONG qui ont la spécificité et nous avons des soucis en termes de grille salariale ou de reconnaissance tout simplement. Donc il faut maintenant, d'autant plus que l'État a bougé sur un salaire minimum, il est très important qu'il y ait une reconnaissance du travail social. On est source d'emploi, on recrute, on touche rien que nous, la vingtaine d'ONG qui travaillent ensemble, on touche 79 000 bénéficiaires. C'est pas rien. Ouais. Et donc on représente une véritable force sociale qui travaillons pour le bien-être et à l'amélioration de notre société. Donc, ce qui est important de souligner, c'est le rayonnement et la connaissance dans chacun dans son secteur. Et je crois que ça peut être très utile à l'État. Est-ce que c'est pas le travail? Vous avez dit, bon, on a un NGO Trust Fund, c'est pas à eux de voir un peu qui bosse, qui ne bosse pas, étant donné que parfois vous recevez de l'argent de ces fonds-là, les ONG, pas vous directement. Comment vous expliquer? Nous avons réfléchi à mettre de l'eau dans le secteur des ONG depuis plusieurs années. Il y a eu un programme qui s'appelait le Strengthening of the NGO Sector in Mauritius. Maurice a dépensé beaucoup d'argent en termes de consultancy pour pouvoir arriver à cela. Mais il y a eu d'autres plans, il y a eu 2 autres plans également pour pouvoir revoir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà ce que nous avons proposé au gouvernement. Nous avons proposé au gouvernement d'injecter une dernière fois de l'argent, faire une dernière consultation, update tout ce qu'il y a update, tomber d'accord sur les in and outs et après que nous puissions aller vers une loi. Parce que ça va beaucoup plus dans ce sens-là. Il faudrait catégoriser une organisation, que ce soit un partenaire de l'État, que les actions menées par cette ONG-là soient contrôlées d'une manière ou d'une autre par l'État. Il y a le NGO Trust Fund, mais ça a une autre mission. Nous faisons beaucoup de multiplication d'actions dans Maurice et de structures. Nous avons de l'autre côté la NCS Foundation, nous avons de l'autre côté la NEF, nous avons de l'autre côté le NGO Trust Fund for Vulnerable Groups. Le secteur privé fait son activité, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Je crois que c'est important de réconcilier, qui dit réconcilier dit être plus stratégique, qui dit être plus stratégique dit plus efficace et plus efficient. Voilà ce que nous souhaitons atteindre à un moment donné à Maurice. Mais quand les politiques dans les discours disent bon, le gouvernement ne veut pas tout faire, on a besoin d'aide des ONG. Là, quelle est votre réaction sur le plan économique? Mais on est entièrement d'accord, mais et on pense pareil et on souhaite vraiment que cette collaboration soit vraiment efficace, mais pour qu'elle le soit, il faut aussi des bases sur lesquelles on s'entend. Et pour l'instant, ces paroles ne sont pas souvent suivies d'actes. Certaines structures sont souvent considérées presque comme des compétiteurs de l'État. Ou c'est politiquement gagnant, c'est ça vous me dites, parce que c'est politiquement gagnant si vous êtes en concurrence avec l'État? Non, mais il y a une mauvaise perception, je crois, du travail qui est fait par les structures associatives. Alors oui, on a la possibilité de faire beaucoup de choses avec des bénévoles et des volontaires, mais il y a une professionnalisation des structures qui est de plus en plus nécessaire. Si on veut maintenir un standard de qualité dans ce qu'on fait, on doit avoir des professionnels sur la finance, sur le suivi d'évaluation, des professionnels de santé. Donc tout ça, on doit pouvoir attirer des compétences aussi et les garder. Si on n'a pas
la possibilité de le faire, eh ben, on va toujours rester aussi devant mais c'est des structures un peu faibles. C'est quelque chose que j'entends depuis. Je suis journaliste depuis 8 ans. Depuis 8 ans que j'entends sa professionnalisation. Oui. J'ai vu la Marcos faire des cours, de l'époque du Dédé encore, et tout ce qui sont venus après, mais on est toujours au même Mais point. parce que derrière, il n'y a pas encore cette évolution au niveau des textes de loi et des textes qui encadrent les associations. Donc c'est la porte ouverte à tous les dérapages, ou en tout cas à des... Une stagnation, on peut dire ça. Et d'une stagnation, il n'y a pas d'implémentation de cette volonté de reconnaissance des ONG. Là, je vois que vous voulez avoir l'exemption de la taxe sur les matériaux de construction. C'est pour monter des structures, pour recevoir ou bien pour vraiment vous installer? Alors, vous voyez, dans la manière que nous avons approché le sujet, nous avons dit au gouvernement, mettez de l'ordre d'abord. Ensuite, tout ce qui est allègement fiscaux, etc., vont suivre. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce que nous sommes une association, demain, moi je fais une association, whatever the name, whatever the purpose, et après je dis, ok, je demande exemption de la TVA, je demande exemption Voiture de duty free, etc. C'est pas le but. Le but, pourquoi une voiture duty free? Pas une voiture duty free pour que le directeur de l'ONG puisse se véhiculer, non, c'est pas le but. C'est pour avoir des machines utilitaires. Donc, s'il faut transporter des personnes en situation de handicap, s'il faut faire transporter des professionnels pour aller dans la région, vous savez, tout ça est sujet à un contrôle. Donc, voilà pourquoi nous souhaitons qu'il y ait un cadre légal. Donc, le cadre légal, qu'il soit discuté avec tout le monde, et après on tombe d'accord, et après ça mange. Mais vous savez, on n'invente rien, hein. Ça existe dans beaucoup de pays, la législation est en place, et les ONG d'utilité publique, voilà comment ça fonctionne. Voilà pourquoi une ONG partenaire de l'État peut aspirer à avoir un accompagnement de l'État et d'avoir des avantages, alors que l'autre n'aura pas, parce que l'autre, c'est une association qui s'occupe du bien-être de ses membres spécifiques. Ou qui est une association qui n'est pas encore structurée. Le label Association reconnue d'utilité publique n'est octroyé en Europe qu'à des structures qui sont Il faudrait avoir ce label-là, non? nous pensons absolument que c'est une nécessité, oui, absolument. Bien sûr, vous voyez comment fonctionne Caritas Internationalis, Europe Aid. Vous savez, Action contre la faim, SIDAction, aide en France. Parce que vous avez parlé de cette question de professionnalisation des ONG. Vous voyez aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus d'universitaires qui s'engagent, et il y a de plus en plus d'études qui sont axées sur le social development. Et c'est ça qu'il faut pouvoir sustain. On ne peut pas faire des études dans ce domaine-là, et après, rien ne suit et que l'ONG ne peut pas subvenir aux besoins de cette personne-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le secteur privé va absorber cette compétence. Et qu'est-ce qui restera? On ne peut plus continuer à fonctionner dans des structures de bénévoles. Pourquoi? C'est pas que nous ne pouvons pas avoir cette âme charitable et donner de notre temps, mais si nous voulons gérer une structure, si nous voulons gérer de l'argent, plusieurs milliers ou de millions de roupies, là il faut la compétence, il faut avoir quelqu'un qui connaît le project management, il faut avoir un diplômé en ACCA niveau 2 ou 3. Et ça coûte. Et c'est pas le salaire minimum. Il va pas vous demander le salaire minimum. Donc c'est un vrai casse-tête pour les structures qui montent en compétences, qui reçoivent de financements internationaux comme c'est le cas chez nous. On a l'obligation d'avoir, pour être membre de la coalition internationale dans laquelle on est, par exemple, avoir un commissaire aux comptes international. Donc parmi les Big Four, ça coûte de l'argent, un audit aussi de ces On va parler un petit peu, un truc un peu qui est un peu le cornélien, comme je l'appelle, c'est le CSA. Alors, qu'est-ce que vous avez dit sur les CSA? Moi, je vois maintain the 50% of CSA fund with the private companies. Là, vous rejoignez Business Mauritius. Vous êtes contacté, vous êtes parlé avant. Pas du tout. On se parce que pas du tout, c'est une question pratique. C'est une question de bon sens. Oui, et aussi une question pratique parce que, vous savez, à la fin de la journée, l'ONG souhaite simplement pouvoir opérer ses services au profit de ses bénéficiaires. C'est tout ce qui est important pour le bien du pays. Alors, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que nous puissions avoir une souplesse dans la manière que nous demandons des fonds, nous recevons des fonds, nous sommes accountable pour ces fonds, parce que nous devons rendre des comptes pour chaque sous-dépensé, et ça, tout ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de pouvoir maintenir 50%
chez la National CSR Foundation et 50% dans le secteur privé. Pourquoi? Parce que la NCSR Foundation a réussi à décaisser de l'argent une fois par an. Alors que le secteur privé, si j'arrive pas à avoir de l'argent chez M. X, je peux frapper à la porte de M. Y. Donc ça a toujours été comme ça depuis 2009, hein, et même avant. Vous voyez? Donc il faut simplement avoir une structure souple, une structure qui fonctionne, tout en restant accountable. Il ne faut pas oublier que quand même, à la base, cette taxe, c'est pour responsabiliser les entreprises dans une action sociale pour le bien-être de populations très vulnérables et travaillant pour le bien-être du pays. Donc là, prélever 50%, voire 75% vient complètement changer finalement la philosophie même du CSR. C'est juste une taxe qui va vers l'État et qui est repartie vers les ONG. Donc les structures du secteur privé, enfin, les compagnies privées, sont déresponsabilisées du coup. On n'est plus dans la responsabilité. Elles sont juste ponctionnées. Ça va vers l'État qui décide de ce qu'il fait. Ouais, donc c'est finalement de l'argent de l'État. Ce qui est peut-être une très bonne chose, mais où est la responsabilité, où est l'engagement du secteur privé dans les problématiques sociales? Ça, c'est un. Et une chose dont on a fait mention aussi lors de la présentation du budget et au document qu'on a soumis, c'est faire un appel aussi au gouvernement pour dire, écoutez, quand on a introduit le CSR, on a supprimé la possibilité que les citoyens mauriciens puissent faire déduire de leur taxe une partie des dons qu'ils feraient à une structure qui leur est chère, pour laquelle ils sont concernés, que ce soit pour l'environnement, la santé, l'éducation, etc. Pour moi, c'est une erreur. C'est une bonne chose que l'État a mis le CSR, mais on est venu déresponsabiliser le citoyen mauricien. En tout cas, on ne l'encourage pas à contribuer à des structures qui en ont besoin. Et c'est dommage. Et donc, là encore, on pourrait, dans la refonte d'une potentielle loi sur les ONG, dire les ONG qui ont atteint ce stade de développement peuvent bénéficier à ce moment-là de l'autorisation d'émettre des reçus fiscaux pour les gens qui feraient des dons, ce qui inciterait les Mauriciens à donner et à s'impliquer. C'est pas juste donner pour donner, c'est dire je me sens concerné et je contribue à sauver les coraux, à nettoyer les plages, à faire reculer le sida ou à éduquer les enfants. Mais ça va vous demander des dépenses aussi. Pour faire des reçus, il faut les imprimer. Donc il y a un genre de petits roulements dans l'économie aussi. Oui, mais ce sont des dépenses qui sont minimes par rapport aux gains que ça peut contribuer et surtout à l'implication des gens. Moi, je crois que c'est vraiment imprimer un reçu fiscal. Une limite, vous n'avez pas tiré un reçu pour 5 roupies, 10 roupies. Non. Nous avons demandé dans le document, si vous voyez, on a demandé à ce qu'un citoyen mauricien qui paye le income tax peut donner directement aux ONG à hauteur de 25% maximum. Vous voyez, 25% de quoi? 25% de sa taxe qu'il a besoin de payer annuellement. Vous voyez, si la personne paye 10 000 roupies annuellement, la personne peut prendre 2 500 roupies et le donner à une ONG quelconque, s'engager dans l'ONG, voir comment est-ce que cette ONG-là est en train d'opérer, est-ce que cette ONG-là est en train d'être efficace, performant, donner un coup de main, aller devenir membre sur le board, etc. C'est important, je pense, d'encourager le citoyen. On fait le calcul après, c'est-à-dire après des directions de tous les... Oui, mais enfin, c'est sur le principe qui est important. Après, quel plafond, etc. C'est pas grave. En France, vous avez un label qui est octroyé aux ONG qui sont auditées comme il faut, etc., qui s'appelle don en confiance. Donc à partir du moment où les structures ont ce label don en confiance, les gens savent qu'il y a derrière tout un processus d'audit, de transparence, de professionnels qui sont là, que tout ça, l'argent va là où il doit aller et n'est pas détourné pour les bénéfices des uns et des autres. Donc je pense que ça pourrait exister aussi chez nous. Il y a aussi dans le système de CSR, il y a des compagnies, on connaît toutes les grosses compagnies, ont leur fondation, leur fonds,
chacun dans son nom, mais il y a une partie des petites compagnies qui donnent cet argent-là, mais qu'on ne voit pas atterrir quelque part. Est-ce que vous avez aussi parlé de ça? Vous avez partagé des idées de cet argent qui va dans la caisse de l'État à travers la MRE, mais qui ne se retrouve pas dans le foncier, ça? Écoutez, il y a toujours eu la possibilité que cet argent-là aille chez les ONG. Peut-être que la compagnie ne sait pas comment faire, la compagnie donne cet argent-là à la MRE, et c'est cet argent-là qui va aujourd'hui automatiquement, exclusivement à la NCSR Foundation. Si la compagnie décide de donner là-bas, c'est pas grave, mais nous on est en train de viser les compagnies les plus grosses, les plus durables, etc., qui pourraient mettre de l'argent suffisamment conséquent pour pouvoir continuer le travail. Mais vous n'aimeriez pas avoir 50% de cet argent qui va directement à une CNSA, alors que les grosses compagnies sont un peu là-dessus, les 50% en plus. J'aimerais vous dire une chose, on n'est pas en concurrence avec l'État, on n'est pas en compétition. Si l'argent va au NCSR Foundation, d'une manière ou d'une autre, ça nous revient. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on demande à ce que les compagnies privées puissent avoir la liberté de conserver 50% de leur argent de CSR pour pouvoir continuer à nous aider autrement. Et si ça ne va pas vers les structures, ça repartirait effectivement vers les caisses de l'État qui les redistribuera. Je pense que le maître mot dans tout ça, c'est la transparence. Parce que là encore, on ne sait pas exactement quelle est la somme qui est prélevée automatiquement par la MRE parce que ce n'est pas parti vers les associations. En tout cas, moi, je n'ai pas le chiffre. Donc, ça représente quoi? On n'a peut-être pas les chiffres, mais la loi les oblige de renvoyer tout ça au NCSR. Oui, mais qu'est-ce que la MRE, est-ce qu'on sait combien est-ce que la MRE c'est la question que je pose, c'est une question. Moi, je n'ai pas les chiffres, en tout cas. Donc, vous demandez dans votre document qu'il y ait une rencontre systématique tous les 4 mois avec les ONG, avec un représentant tous les 4 mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire ça, dans cette consultation? Nous encourageons à ce que, vous voyez, avant de produire ce document, nous avons fait une consultation. Aujourd'hui, si nous parlons parce que nous avons un document commun. Et je pense que l'État, quand il est en train de travailler des politiques, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour le CSR, que ce soit pour la lutte contre la pauvreté, nous pensons que c'est nécessaire de rencontrer les personnes qui sont dans le secteur, qui sont les main stakeholders, qui représentent, comme vous voyez aujourd'hui, 79 000 bénéficiaires directs. Je pense que l'échange va aider à améliorer le système. Et ça encouragerait une efficacité, voire une efficience. Et nous pensons que nous parlons de Mauritius durable. Il faut être durable à tous les niveaux, mes amis. Il faut être durable partout. Et ce que nous avons proposé, c'est que les ONG puissent rencontrer la NCSR Foundation, un représentant de chaque secteur, de la santé, de l'éducation, de la pauvreté absolue, du logement, de l'environnement. Donc ces gens-là puissent discuter pour dire, ben voilà, les fonds de CSR nous arrivent comme ça, c'est bon, de la NCSR Foundation, ça nous arrive du secteur privé, ça marche pas, ça fonctionne. Donc pour discuter de ça, mais pour aller plus loin, l'État a l'occasion d'avoir comme un baromètre régulier pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant. C'est du monitoring. Va aider aux décideurs, aux policy makers, aux permanent secretaries de keep an eye sur le secteur, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Donc je pense que tout ça est dans l'optique d'optimiser le rapport société civile-État. Comme c'est le cas avec le business, je sais que le Joint Economic Council, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, ou le Business Motions, ils ont des rencontres régulières pour faire avancer l'économie. Mais je pense que pour faire avancer les problématiques sociales, etc., pour qu'on puisse trouver des solutions, je crois qu'il faut qu'on se rencontre. Donc là aussi, vous demandez, dans le côté du logement, rénovation, pour donner de l'argent à une grande pour les personnes qui sont dans des groupes vulnérables. C'est quoi, c'est une promesse électorale que vous faites? On ne promet rien, nous. Non, mais c'est le genre de promesse électorale qu'on pourrait voir. C'est certaines ONG qui travaillent auprès des populations les plus exclues sont confrontées à des problèmes dramatiques d'hébergement de ces populations. Et clairement, on est
en sous-offre des possibilités d'hébergement. Donc il faut trouver des solutions. Là, c'est une des propositions qui a été faite par les associations qui Vous travaillent. parlez d'étendre ce grand, cette aide aux cités UDC. Tout à fait. Donc le grant a besoin d'être externe. Voilà ce que les ONG dans ce secteur-là demandent et qu'il y ait beaucoup plus de support parce que les maisons EDC, les maisons, vous savez, CHA, NHDC, etc., à un moment donné, ce sont des maisons qui ont été construites, des low-cost housing construits par l'État, offerts aux gens à un prix bien raisonnable et après, à un moment donné, ça tombe en ruine et après, ça commence à menacer, vous savez, le condition of living de la personne, ça peut menacer sa santé, quand on parle de toute la question d'asbestos, d'amiante, et je crois qu'il y a un problème extrêmement grave à Maurice d'amiante et qui n'est pas en train d'être addressé comme il le faut. Et c'est mentionné également dans ce document-là que nous puissions avoir un housing policy pour les personnes qui vivent dans des maisons d'amiante. Donc c'est un sujet très d'actualité, les maisons d'amiante. C'est d'actualité depuis 15 ans, depuis 1 an. On en parle et on avance à pas de fourmis, quoi. Là, vous demandez de régulariser les contrats des maisons sociaux. Ça aussi, c'est du gros boulot, ça. Alors, vous savez, il y a des contrats qui sont donnés, c'est des social contracts, en fait. C'est des social contracts qui sont donnés, par exemple, je vous donne un exemple, c'est la Valette. Donc, les gens ont eu un low-cost housing avec un social contract. Il y a d'autres personnes qui ont eu des social housing avec un social contract. Ils n'ont pas la possibilité de faire l'extension, à moins qu'ils aient, après tant d'années, mais il y a des ONG qui nous disent qu'il y a des gens qui ont déjà presque remboursé après. Et ils demandent à être régularisés pour qu'ils puissent faire une extension, etc. Donc ça peut arriver, quand quelqu'un reçoit un low-cost housing, la personne est en situation vulnérable, si demain matin la personne a un job, et la personne améliore sa condition de vie, et la personne habite la même, qu'est-ce qu'elle va faire? Et maintenant elle veut améliorer sa maison, elle a un enfant. Vous voyez, il faudrait cette dynamique. Voilà pourquoi on est en train de dire qu'il faut plus de dialogue. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour nous de répondre pour tout le monde. Mais tout ce document a été avec les techniciens du ministère pour qu'eux ils puissent décortiquer, en acheminer ces informations-là à qui de droit. Mais aujourd'hui, nous pensons que sans le dialogue, nous n'avancerons pas beaucoup. Et de dialogue, nous n'en avons pas beaucoup. Bon, on va continuer à parler. Vous demandez que les maisons NHDC soient un peu éparpillées sur Maurice, surtout dans les régions que vous rappelez, ODI is high, comme excusez-moi, ODI is low, comme Rivière-Nord, Casse-Noyal, Le Monde, Rivière-Nord, c'est pas trop low, c'est un peu moyen, mais Casse-Noyal, Le Monde, ça je peux comprendre. Tout à fait. Mais vous voyez, low-cost housing, il faudrait aller aussi dans des endroits où les gens sont beaucoup plus vulnérables, ils ont besoin de ce genre de low-cost housing pour améliorer leurs conditions de vie. On ne peut pas avoir un pays qui se développe. Si vous regardez le Relative Development Index, Casse-Noyal est le dernier depuis des lustres, depuis plus de 20 ans. Et c'est pas normal. Et quand vous voyez beaucoup de régions, quand vous analysez ça, vous voyez que le pays progresse, beaucoup de régions progressent et ces endroits-là regressent. Vous voyez les chiffres, vous allez voir, même s'il y a du développement, ça regresse parce que le ODI est analysé d'une certaine manière où le progrès social aussi est tenu en compte. La question se pose aussi que si on va dans des endroits comme ça, on demande un dépôt de 120 000 rubans, là ça va être un peu difficile. Ça c'est la NHDC. Oui, on parle de la je suis dans le point 4 nous pensons que 120 000 roupies est assez fort et il fallait revoir cela. Maintenant, ceci ouvre la porte à autre chose. Qu'est-ce qui se passe avec la classe moyenne? Nous avons des gens de la classe moyenne qui eux aussi ils n'ont pas trop de moyens et ils souhaitent avoir un toit, un logement qui est un droit. N'oublions pas cet aspect-là. Et si les gens, si le gouvernement aurait pu design un scheme pour les middle class, les lower middle class, ça aurait été magnifique. Là, peut-être 120 000 roupies aurait été facile, même 150 000, pourquoi pas. Mais seulement la personne ne peut pas payer 3 millions, 2 millions pour aller acheter un appartement, etc. On est d'accord dessus. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec votre projet aussi d'une maison pour les seniors. Une maison pour tous. Que nous serons toujours un jour. Mais bien sûr. Les senior citizens, vous voyez, on a mentionné cela, et il y a des cas qui existent. Vous
Vous voyez, on a mentionné Camp Veuve à Abercrombie. Oui, oui. Donc ce sont des structures qui existent. Vous voyez, le dialogue mène à beaucoup de choses, mène à beaucoup de progrès. Vous voyez? Donc il suffit de s'asseoir, de discuter. Et comment faire cela? Moi, je vois qu'un gouvernement idéal pourrait avoir une structure permanente dans chaque ministère qui rencontrerait ses main stakeholders 2 fois l'année. Ça aurait été magnifique. Donc, ça veut dire 2 fois l'année, pas besoin d'aller dans un hôtel, dépenser des millions de roupies. Aller dans un endroit, réunissez les gens, discuter, voyez qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter. Et là, vous allez encourager une culture de dialogue. Les gens de la base iraient se préparer pour pouvoir venir faire des propositions les plus pratiques, les plus pragmatiques et les plus constructives. Donc je crois que c'est important aussi d'éduquer la population et de créer une dynamique. Pourquoi vous demandez que le développement soit délocalisé? C'est-à-dire qu'on est trop concentré dans des pôles, c'est-à-dire que tout le monde vient travailler dans le même. C'est un constat, ça? Ben oui, vous voyez le RDI le dit, le Relative Development Index vous dit que voilà, à la classe mondiale, il y a moins de développement. Donc il faudrait voir quel genre de développement qu'on peut mettre là-bas pour pouvoir employer les gens. Et c'est ça le drame. Quand les gens sont loin du développement, très souvent, les personnes qui sont pourvoyeurs d'emploi n'arrivent pas à prendre ces gens-là parce qu'ils sont tellement loin. Étant loin veut dire l'exclusion sociale. Qui dit exclusion dit qualité d'éducation qui n'est pas top, qui dit qualité de formation qui n'est pas top, qui dit la culture des personnes qui vivent en situation d'exclusion sociale est incroyable. Ça devient une sous-culture, ça devient un problème beaucoup plus profond. Et après, on s'étonne que, ben voilà, on va dans ces endroits-là, ben les gens sont paresseux, c'est tellement facile de dire ça. Alors qu'ici, les gens avaient equal opportunities, ça aurait été différent. Et c'est ça que nous demandons. Tout n'est pas possible. On ne vient pas demander à l'État de venir par magie, avec une baguette magique, de tout régler. C'est pas ça notre but. Notre demande, c'est de dire nous avons fait des constats. Le développement se fait, surtout dans les villes, etc. Et dans beaucoup de régions, il n'y a pas assez de développement. Il suffit d'aller voir ces endroits comme Bellôme, Béducap, Rivière-des-Galets. On peut parler de l'Est aussi. Oui, voilà. Saint-Clair. Donc, au niveau de l'éducation, vous demandez que le pré-primaire soit complètement gratuit, c'est-à-dire que personne ne paie plus rien, c'est l'État qui s'occupe de ça, comme dans le cas des collèges privés en 1976. Bon, moi, c'est pas forcément le domaine duquel parler là-dessus, mais je veux dire, l'éducation, c'est de là que va partir le développement humain. C'est de là qu'on va former les citoyens et on commence, il faut commencer le plus jeune possible et se donner des meilleurs outils pour pouvoir assurer une éducation. On a régressé en matière d'éducation depuis quelques années et laissant la place de plus en plus au secteur privé, à les écoles privées, de prendre qui file un gap. Moi, je trouve ça extrêmement affligeant. Sans oublier que l'éducation est gratuite dans ce pays, dans cet État-providence. Et quand vous analysez très bien, vous voyez que l'école primaire est gratuite, l'école secondaire est gratuite, alors que le pré-primaire... Le commencement et la fin ne sont pas gratuits. Oui, vous voyez comment il y a du travail à faire dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que vous at the early childhood stage, c'est important là où le jeune a l'éducation la plus pointue, la plus appropriée parce qu'on parle de citoyen mauricien, demain ce sera un active citizen, ce sera une personne qui va travailler. Donc nous voulons avoir les meilleurs. Donc le meilleur ne se mesure pas à un niveau de CPE ou à un niveau de Forme 3 ou de HSI où on prend les examens. Je pense qu'il faut investir dès le départ. Vous savez, un des best-sellers en matière de pédagogie que tous parents achètent souvent quand ils ont il y a un nouveau-né dans la maison, ça s'appelle Tout se joue avant 6 ans. C'est pas pour rien. C'est vraiment, il y a des études très très scientifiques qui ont montré que c'est à l'âge entre 0 et 6-7 ans que l'enfant construit sa personnalité, que l'enfant va développer des skills et donc il faut mettre de l'emphase sur cette période de la petite enfance. Bon, on va parler de la petite enfance, des grands enfants, vous demandez, ça c'est un sujet seulement qui va plaire à Nicolas Ritter, un budget pour implémenter l'éducation sexuelle, prévenir les violences dans
dans le premier et le secondaire. Ça, c'est... Écoutez, je crois que c'est un sujet récurrent, c'est quelque chose qui ça fait 20 ans qu'on demande à ce que les jeunes aujourd'hui soient mieux informés sur les pathologies et la sexualité. Mais pas seulement aujourd'hui, on a l'urgence d'y incorporer aussi la question des drogues, et on va peut-être y revenir tout à l'heure, parce que nous sommes dans une situation telle aujourd'hui que l'impact payé par l'ensemble des Mauriciens par rapport aux drogues est colossal, et les premières victimes et les premières cibles des personnes qui sont dans ce marché horrible des drogues, ce sont les gamins, quoi. Ce sont les adolescents, et il faut leur donner des outils. Donc on a vu récemment le Premier ministre assister à un workshop avec une participation du secteur privé et du système des Nations Unies pour mettre en place de l'information pour les jeunes autour des drogues. C'est une très bonne chose, mais il ne faut pas... je crois que ça devrait être plus compréhensif, et il ne faut pas hésiter aussi à parler des infections sexuellement transmissibles, du VIH, des hépatites, etc. C'est très très important. Vous rejoignez un peu les syndicats concernant le CNO, le Special Needs Education, c'est pour les enfants qui sont autrement capables. Je sais même plus, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Je ne sais même plus ce qu'on dit, handicapés, autrement capables. Vivant avec un handicap. Oui, alors, person living with disabilities. Alors, je ne sais pas ce que les syndicats ont proposé. Non, ils parlent de CNO, c'est presque la même chose. Je regarde là, c'est presque la même chose. D'accord. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que nous pensons que c'est nécessaire de comprendre que le Special Education Needs ne touche pas que les personnes vivant avec des handicaps. Une personne vulnérable, comme la définition le dit, dans le SIN de l'Angleterre ou dans notre pays, vous allez voir qu'une personne qui est un late developer, qui est un slow learner, ou quelqu'un qui est vulnérable et qui a d'autres problèmes psychosociaux, ben, a besoin d'une éducation spécialisée. Vous voyez? Donc pourquoi c'est nécessaire de penser à tout ça? C'est toujours, encore une fois, au nom de cette equal opportunity que nous sommes en train de parler. Donc nous aurions souhaité que nous considérions que qui a besoin d'une special education, et après mettre des structures pour les offrir cela. Vous savez, on reconnaît un pays à sa grandeur et à sa force démocratique, et un pays dit civilisé à sa capacité de s'occuper des marges, des gens qui sont le plus exclus des bénéfices socio-économiques que peut générer un pays et avec tous ses composants. Et des marges, nous en avons énormément à l'île Maurice, que ce soit les personnes vivant avec des handicaps, que ce soit des personnes vivant avec le VIH, parce que le VIH est concentré chez des personnes qui utilisent de la drogue, des personnes qui se prostituent, des personnes homosexuelles, etc. Ce sont des gens qui sont aux marges. Et si nous n'avons pas la capacité de nous occuper des personnes les plus exclues et les plus en marge, alors nous ne sommes pas un pays développé. Nous ne pouvons pas prétendre juste avoir un capital financier par habitant et faire de l'île Maurice un high income country si derrière ça ne suit pas pour les marges. Ça n'a aucun sens. On ne fait que creuser le fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, d'un point de vue économique, mais pas seulement, d'un point de vue humain. Et c'est totalement révoltant, alors qu'un pays comme l'île Maurice, qui est petit, qui a une population relativement éduquée, où il y a des ressources financières, on a des aides internationales, on est la croisée entre l'Asie et l'Europe et l'Afrique. Et on peut vraiment être un modèle de développement humain extraordinaire. Et ça demande un peu de bon sens, un peu de volonté, quelques moyens, et on les a tout ça. Donc il s'agit de réunir aujourd'hui des volontés et faire les choses correctement. Je sais que vous êtes vraiment occupé. Question courte, réponse courte, un nouveau rôle pour la MITD, Foundation Course. Nous pensons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'une aide pour pouvoir aller plus loin dans la vie. Beaucoup de jeunes qui viennent par exemple dans les écoles non formelles
les écoles Anfen, ben, ils n'ont pas accès au MRITD parce qu'ils n'ont pas le entry requirements. Donc, s'ils n'ont pas le entry requirements, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de créer un foundation course, de les accompagner afin qu'ils puissent, eux, prendre part à cet examen d'entrée pour qu'ils puissent entrer? Vous voyez, la salle des écoles Anfen propose que nous aurions pu train les enfants pour que finalement les enfants continuent dans une filière étatique. Parce qu'on comprend que ben, l'éducation, c'est le propre de l'État, c'est le travail de l'État. Nous existons, nous aurions voulu ne pas exister, mais nous existons pour apporter un support. Et ce support-là, il a besoin à un moment donné de s'arrêter. Il faut que ça continue, il faut que l'État continue. Donc on est bien d'accord dessus. Mais les structures sont là, les enfants sont en dehors, il faut les accompagner et pour qu'ils puissent partir, pour aller plus loin. Il y a une demande. Et ça, je crois que c'est important. L'aide sociale, vous demandez une nouvelle recalculation, c'est-à-dire calculer entre le 20 et le 21, le 20 de chaque mois pour... Ben écoutez, beaucoup de gens ont dit que l'aide sociale arrivait vers le 10 du mois. Ben, vous savez ce que les gens ont dit dans cette consultation que nous avions eue précédant la rencontre avec le Premier ministre? Les gens ont dit, ben vous arrivez le 10 quand on a cet argent-là, les promotions sont finies dans les supermarchés. Donc les gens ont besoin de survivre. Les gens qui reçoivent un social aid, ben, c'est des gens les plus vulnérables. Qui sont en mode survie. On a vraiment des citoyens mauriciens et aujourd'hui une classe moyenne qui peu à peu est en situation de paupérisation et avec chaque roupie compte quoi. Donc les gens souhaitent être payés à la fin du mois plutôt que vers le 10. Donc une question pratique, ben écoutez, fermez les comptes vers le 20. Écoutez, toutes les entreprises font ça. Vous demandez qu'il y ait des structures médicales dans les écoles? Oui. Ou en tout cas, je crois que une infirmerie. Une infirmerie, bien sûr, on a des structures avec des centaines d'enfants qui peuvent se blesser. Et les enfants qui sont atteints de diabète type 1, ben, ils ont besoin de s'injecter. Ben, très souvent, c'est compliqué, c'est délicat d'aller faire ça eux-mêmes. Donc, s'ils avaient une infirmerie, ils auraient pu aller là-bas, une personne aurait pu les aider. Et pourquoi pas avoir un personnel de l'école qui est habilité, qui a fait du first aid, etc. On a besoin d'être médecin, hein? Un infirmier ou une infirmière dans une structure scolaire n'a pas simplement le rôle de soignant, mais aussi d'éducateur. Éduquer à la nutrition, à bien manger, à avoir des capacités d'écoute aussi. Les enfants ont des problèmes à la maison, des violences qu'ils peuvent subir et ils peuvent trouver là quelqu'un à qui il peut parler et être un intermédiaire avec les autorités concernées. Donc moi je pense que si on a vraiment à cœur le bien-être des enfants, c'est indispensable d'avoir dans chaque école qui a plus de 100 élèves ou 150 élèves, chacun de fixer son plafond à l'État, mais en tout cas un professionnel de santé dûment qualifié, dûment formé à cet effet. Donc vous demandez un National Health Strategic Plan aussi. Là c'est un peu plus gros là. C'est plus gros. Encore une fois, c'est pour être efficient, c'est pour avoir une visibilité de où on va, c'est pour améliorer le système de santé qui, encore une fois, en a grand besoin. Il n'est pas normal aujourd'hui, en 2018, d'avoir des dossiers médicaux qui soient dans des énormes files qui se perdent, et on parle de e-Mauritius, on parle de faire la révolution numérique. Elle doit commencer aussi par les services essentiels de l'État et je pense qu'on gagnerait en efficacité, en rapidité, en sûreté diagnostique et en suivi des patients correctement si on avait un système de santé informatisé. Là c'est quelque chose qui doit être passionnant pour voir le plan Marshall. Qui est là, mais on l'a pas vu. Moi, je n'ai jamais vu le plan Marshall. Il est en mode draft. Donc, comme beaucoup de rapports, c'est ça qui est dommage. On a des tonnes de. Et on a dépensé. C'est un peu c'est un mal très. Enfin, je sais pas si. Un mal mauricien. Oui, alors je ne sais pas les autres pays, peut-être que ça existe ailleurs aussi, mais on est très fort pour commanditer des super rapports à des grands experts qui viennent et qui amènent une vraie expertise et un vrai regard. Nous avons, Vicky et moi, dans différents domaines, eu l'occasion d'avoir ces rapports des consultants parfois qui nous partagent parce qu'on y a participé. On voit la qualité du travail fourni. Et on n'en voit pas la suite. Ça reste dans un tiroir.
Pourquoi, comment, ça ce serait politique d'y répondre, mais c'est quand même du gâchis complet. Quoi. Vous demandez de faire une analyse de l'impact du SRM en Maurice? On demande à revoir ce programme-là, le Social Register Mauritius, À l'évaluer. a besoin d'être évalué parce que beaucoup de gens sont venus vous dire on est éligible pour être sur le SRM parce que nous gagnons moins de X somme d'argent. Okay? Maintenant, si la personne gagne, disons, 20 roupies plus, la personne n'est plus éligible. Et il ne faut pas oublier que cette personne qui gagne 20 roupies plus paye une location, parce que la personne est locataire, de minimum 3 500 ou 4 000 roupies ou 5 000 roupies par mois. Qu'est-ce qui se passe? Donc ceci n'est pas tenu en compte. On reviendra encore vous dire que le dialogue fait avancer les choses. Parce que c'est une question de bon sens. Nous croyons que nos décideurs sont remplis de bon sens et qu'ils comprendraient. Mais il faut que la plateforme soit là pour que les gens discutent. Ouais. Vous voulez vous occuper aussi des hawkers, des marchands ambulants, comme on dit à Maurice? Écoutez, les gens ont dit qu'il n'y avait pas de permis de hawkers et que les gens vulnérables, ils auraient pu commencer à travailler, développer un petit business, etc. Donc ça aussi, je crois que c'est important, c'est dans ce secteur spécifique. D'autant qu'on a un système qui nourrit la pauvreté. Avec le certificat de moralité, le certificat de caractère, les personnes qui ont été condamnées pour X délits. Pour X délits et encore une fois, on pourrait parler de drogue, mais ce sont des personnes qui ont le plus grand mal à trouver un travail, et ça c'est une question. Mais est-ce qu'on ne peut pas justement faciliter l'obtention? Mais s'ils désirent de monter un petit business et de faire roqueuse ou autre, mais il faut trouver des solutions pour les personnes qui sont la les solution plus exclues. serait l'entrepreneuriat social? La solution serait ça, mais je pense que la solution aussi serait de décriminaliser l'usage de drogue, par exemple. On est sur une aberration, encore une fois, parce qu'on n'évalue pas les lois que l'on met en place. Si on a depuis 40 ans renforcé non-stop le Dangerous Drug Act, à tel point qu'on ne peut même pas donner de matériel de prévention pour prévenir l'hépatite C. Bon, au-delà de ça, on a deux personnes sur 3 qui rentrent en prison, qui sortent de prison. Pourquoi est-ce qu'on met des lois par rapport aux drogues? Pour protéger la population de problèmes de santé, par exemple. Est-ce qu'on a réussi là-dessus? Non, le VIH et l'hépatite C, les overdoses sont légion. Pour diminuer la criminalité, elle ne fait qu'augmenter, l'insécurité augmente pour tous les Mauriciens. Pour diminuer l'offre et la demande de produits psychoactifs sur le marché, on ne voit qu'une multiplication de produits de plus en plus dangereux et de plus en plus disponibles. Donc on a des lois qui ne fonctionnent pas. Si les seuls indicateurs sont le nombre de saisies et le nombre de personnes dans les prisons, alors là on est bien. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est pour ça que ces lois sont là? Non, elles sont là pour le bien-être de la population. Eh bien, elles ne marchent pas. À un moment donné, il faut se dire, on ne peut pas continuer à appliquer les mêmes mesures, il faut sortir un petit peu du cadre et prendre un peu de hauteur et se dire, bon, mais qu'est-ce qui pourrait marcher? Qu'est-ce qui marche ailleurs? Quels sont les modèles qui existent et qui fonctionnent différemment? Et il y en a. Donc, il faudrait s'en inspirer et évoluer sur nos politiques en matière de drogue. Et je crois que c'est fondamental. Par exemple, on a parlé du plan Marshall contre la pauvreté. Est-ce qu'on a fait une corrélation, une étude comparative entre pauvreté extrême et personnes qui utilisent des drogues et les gens qui ont été en prison? Pas à ma connaissance. Et pourtant, pour moi, ils sont parmi nos bénéficiaires, les personnes qui utilisent des services de l'association, on voit clairement que il y a un lien. Et il faudrait demander à Caritas, aux autres structures qui travaillent sur le domaine, et nous, de s'asseoir ensemble et de travailler sur cette problématique-là, parce que si on n'adresse pas la question des drogues, à mon avis, on pourra faire des plans et des plans et des plans. Et ça ne marchera pas. Bien sûr, parce qu'on exclut d'office des personnes qu'on a condamnées parce qu'ils ont une dépendance ou une consommation problématique de produits. Leur place n'est pas en prison. La place, c'est dans les structures de soins si elles en ont besoin. Et une personne qui consomme et qui n'a pas de consommation problématique, mais pourquoi est-ce qu'elle irait en prison? Donc on ne fait que nourrir un système complètement
absurde et qui exclut les gens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous demandons une révision, en tout cas, des politiques en matière de drogue. Et chose pour laquelle j'ai assisté à la rencontre avec le Premier ministre, c'est que dans son budget, il y ait une visibilité de son action en termes de prévention, en termes d'accompagnement sur les questions des drogues. On a eu dans le budget dernier strictement rien. Tout n'était que répression, police, justice. Ça coûte de l'argent, il faut le budgéter, etc. Mais quid des ressources sur l'éducation des jeunes, sur la prise en charge des personnes qui ont des problématiques? Rien n'était apparu dans le budget, absolument rien. Alors c'était peut-être sous d'autres lignes budgétaires, santé, etc. Mais je pense qu'il faut montrer que les drogues, c'est pas simplement de la répression, mais c'est aussi l'éducation, la réduction des risques et la prise en charge. Donc, week-end, vous demandez qu'on fasse un impact analysis sur la NEF. Ça va pas faire plaisir à mon ami Alain Bond, ça. Non, je ne crois pas que c'est mal intentionné. On demande que la NEF, qui est une structure de l'État, qui a de gros moyens, qui a opéré depuis 2009, nous souhaitons à ce qu'eux-mêmes ils fassent l'impact de leur propre projet pour savoir si ça a été efficace et efficient. Je crois que c'est nécessaire parce que, vous voyez, quand nous voulons avoir une approche holistique pour combattre les fléaux, la pauvreté, etc., je crois que c'est nécessaire de se remettre en question de temps en temps. Vous voyez ? Aujourd'hui, je crois que là, on est en 2018, ça a démarré presque en 2009, c'est presque 10 ans d'opération, et on a injecté des milliards dedans. Et je crois qu'il faut savoir, si on injecte des milliards pour combattre la pauvreté, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Vous voyez, l'intention était purement pour comprendre si on est efficace ou pas, comment est-ce que les autres acteurs sociaux, eux, ils peuvent collaborer avec cet organisme. C'est nécessaire parce qu'après, n'oubliez pas une chose, les personnes en milieu modeste, en situation de pauvreté extrême, ils attendent, eux. Il ne faudrait pas que ces personnes-là perdent confiance et perdent la foi et se dire, oui, aucune structure ne pourra finalement venir m'aider. Parce que les choses. Il y a un gros désespoir. Il y a un désespoir de plus en plus important. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que nous, associations, pour chaque roupie que nous recevons, sur chaque projet sur lequel nous demandons des fonds et que nous recevons, nous devons suivre chaque roupie, où est-ce qu'elle va. Nous devons avoir un processus de suivi d'évaluation. Nous avons des gens qui sont employés pour ce faire. Nous devons être audités. Nous devons faire la mesure d'impact. Tout ça nous est demandé. Tout à fait. Non-stop. Surtout pour les structures qui reçoivent des centaines de millions de fonds importants. Tout à fait. L'État devrait aujourd'hui avoir cette culture de suivi-évaluation. Pour nous, c'est extrêmement important dans tout ce qui fait de la NEF aux lois dont je vous ai parlé précédemment sur les drogues. Est-ce que ça marche? Est-ce que les décisions que nous prenons fonctionnent? Alors, c'est peut-être beaucoup demandé quand on sait que, et là je vais peut-être ajouter un petit peu dans la main, mais et c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que nos partis politiques ne sont soumis à rien en la matière. Donc peut-être que la culture de suivi d'évaluation vient aussi du fait que les partis politiques ils n'ont aucune règle en matière de financement. Donc il ne faut pas se étonner que maintenant les membres du Parlement derrière ne sont pas extrêmement pressés de mettre derrière ce qu'il faut pour suivre et évaluer les lois qui sont passées, les projets qui existent et qui ont besoin de l'être. Quelque chose qui m'étonne, qui m'intéresse beaucoup, vous demandez que le OIC et les COIC sautent de la main de Mauritius Prison Services, MPS. Bon, écoutez, c'est pas nous qui le demandons aussi. Oui, bien sûr, mais je dis pas, c'est pas seulement nous qui le demandons. Je veux dire, Madame Rita Vekalsami, qui est l'Ombudsman for Children. J'ai entendu aussi Maître Hervé Lassémillante récemment sur cette question aussi. Tout le monde est unanime. Ces deux structures ne fonctionnent pas telles qu'elles devraient fonctionner. Il faudrait des structures beaucoup plus petites et confier la gestion de ces enfants problématiques ou à problème plutôt à des gens qui ont une expérience pédagogique plus forte plutôt
que le système carcéral, quoi, je veux dire, en fait, je veux dire, Parce ça n'a pas de sens. qu'on sait que cet enfant-là doit être réinséré dans la société et très C'est souvent, pas si vous voyez bien le document, c'est mentionné que beaucoup de jeunes, après 18 ans, ben, quand ils sortent, les parents les ont rejetés, les parents continuent à les rejeter. Et après, ils ils sont retournent en prison, dans la- ils pointent toi. Donc on fabrique des délinquants puissants. Oui, pour c'est pas un moment normal. donné, Et ça, c'est pas normal. Encore une fois, évaluation. Est-ce que ça fonctionne? Où vont ces enfants? Il faut voir. C'est extrêmement important aujourd'hui de mener des études, de comprendre et d'analyser pour améliorer les choses. C'est valable pour les ONG, c'est valable pour l'État, c'est valable pour le secteur privé, c'est valable pour tout le monde. On doit être en co-efficacité, on doit savoir si ça fonctionne. Et tout ceci m'emmène à une réflexion. Et je me dis, mais est-ce que notre pays n'a pas besoin d'avoir un ministère de strategic planning? Mais c'est là, Il y a déjà eu dans le passé, ça a été aboli. Est-ce que c'est pas nécessaire pour pouvoir collaborer, pour pouvoir faire des études de ce genre-là, vous voyez, c'est intéressant quand c'est gouvernemental, mais l'État peut avoir ses propres personnes à évaluer les affaires pour que ça s'améliore, parce que le rapport de l'audit vient bien après. Alors que si nous avions un planning beaucoup plus stratégique, on aurait réduit ces problèmes de gaspillage. On ne dit pas que c'est la volonté de gaspiller de l'argent, mais ça arrive, mais il faut l'arrêter. Donc vous demandez que le bracket pour la pension de retraite soit refaite, je vois 60, 75, 76, 85, monter. C'est un constat, c'est-à-dire que les dépenses d'une personne de 76 ans allant jusqu'à 86 ans, ça change. Une question de médication, beaucoup de médicaments qui rentrent en jeu, de soins. D'abord, les gens ont souligné que qu'entre 60 et 75 ans, ils avaient la même pension. Et ils disent que c'est pas normal parce qu'ils auraient voulu. Ça augmente en fait la pension. C'est ça le trend. Le trend, c'est que plus on vieillit, plus on a plus d'argent pour pouvoir vivre parce qu'il y a bien sûr des dépenses beaucoup plus importantes. Donc les gens ont dit, écoutez, fermez un peu ce bracket-là, allez de 60 à... On va voir un coup, qu'est-ce qu'il y a 60 à 79, 60 à 75, 76 à 85, 86 à 90, voilà. 91 à 100 et... Voilà, on ne prétend pas mieux connaître le budget de l'État, mais on encourage le principe où on aurait voulu que, Toujours dans un esprit de justice sociale. Tout à fait. Voilà. Autre bonne nouvelle, vous voulez que le KRS allowance soit revu, que ça soit un minimum wage. Je ne sais pas si vous parlez du salaire minimum. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, on est une classe vieillissante en plus, et il faut qu'on se prépare à accompagner nos aînés qui sont dans une situation de dépendance. C'est important de trouver le budget pour ça et de se préparer. Oui, et ce qui est également mentionné dans ce document, c'est que si une personne est alitée, qu'importe l'âge de la personne aurait dû avoir le care à la maison. C'est-à-dire un enfant qui est... Ça peut être un enfant, un adolescent, un suivi un médical. accidenté aussi, parce que parfois on fait une voiture, et après c'est le dent, on ne peut plus bouger, on a la colonne vertébrale qui est fauchée, on a 25 ans, 26 ans, on a toute sa vie à vivre. Tout à fait. Ce serait rendre justice à ces personnes et nous pensons que nous sommes dans un beau pays où beaucoup est fait, c'est un état-providence qu'on peut améliorer. Et le dialogue encouragerait cela, et nous vous remercions de nous donner la possibilité de faire état de tout ça. Et tout ce qui est là, merci de le dire à ceux qui vont nous écouter. Mais le plus intéressant, c'est que tout ça a été aux techniciens du ministère des Finances qui aura l'occasion, la possibilité de s'asseoir dessus, de planifier, de réfléchir. Et penser au recyclage. Là aussi, vous rejoignez un peu tous les autres domaines dans l'actualité qui parlent recyclage, le verre, le plastique. On n'a rien inventé. Vous savez, on est en contact, nous sommes des structures en contact avec les réalités quotidiennes des Mauriciens, en matière de logement, en matière d'éducation, en matière d'environnement. Et les Mauriciens sont pleins de bon sens. Ils voient les solutions eux-mêmes. Donc nous ne faisons que remonter des solutions. Les ONG ne sont pas que là pour critiquer, elles sont aussi là pour proposer des améliorations. Et je retiens complètement l'idée de Dicken plus tôt, de consultation plus régulière avec le gouvernement,
permettrait certainement d'améliorer les choses petit à petit. Et c'est ce qu'on appelle l'approche communautaire. Hein. Les communautés directement impactées par les problèmes ont elles-mêmes des solutions. Donc, les solutions, c'est d'avoir un bus à 14 places, plus donner le salaire du chauffeur et d'un helper pour transporter ces jeunes. On parle d'enfants en situation de handicap. C'est quelque chose qui rejoint un peu le special needs. Oui, c'est ça. C'est encore trouver des solutions pour améliorer la prise en charge des personnes qui sont dans des situations spécifiques. Et comment est-ce qu'on s'occupe des marges? Comment est-ce qu'on s'occupe des plus vulnérables? Vraiment, on a la chance de vivre dans les mondes. Je suis d'accord avec Yann, mais on peut faire encore beaucoup mieux. Vous dites aussi que la loi de 3% pour chaque compagnie d'employer une personne autonome capable, ça se fait ça en procès parce que bon, il y a certaines compagnies c'est visible, mais dans d'autres on ne voit pas. Bien sûr, on encourage parce que ce sont des lois qui ont été votées et on ne vote pas des lois juste pour que ça fasse joli. Je pense que c'était absolument important de enforcer ces lois. Et rajoutons également une chose, c'est que vous verrez sur le document, les personnes qui sont veuves, les personnes handicapées, arrivées à la soixantaine, dès que ces personnes commencent à avoir la pension de vieillesse, les autres pensions sont supprimées. Et nous ne pensons pas que c'est normal. Il n'y a pas de bon sens dedans. Une personne invalide, à l'âge de 60 ans, reste une personne invalide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas besoin d'être un grand expert pour se dire que ce n'est pas juste et qu'on aurait pu mieux faire. Vous demandez que les enfants aient une carte de santé? Ça, c'est un vieux projet que j'entends depuis des c'est pas simplement les enfants, je veux dire les enfants. Bien sûr, c'est encore une fois du bon sens. Un carnet de santé permet un suivi et responsabilise le parent aussi dans le suivi de la santé. Mais justement, quand on dit ça, les parents sont roupés. Moi-même, quand ma fille est née, mes deux enfants sont nés, ils sont roupés pour faire le vaccin BCG et tout ça. Ils sont 300 roupés ou 400 roupés à la poste. Oui, c'est une mesure. Mais quand vous allez demain consulter un médecin dans le privé, ou même vous repartez à l'hôpital avec votre enfant, et il va vous dire, est-ce qu'il a fait tel vaccin? Ah, je ne sais pas, peut-être. Tout est dans le carnet, tout est là. Le carnet jaune, le carnet jaune est toujours là. Et pour revenir à plus tôt, si c'était informatisé, ça aurait été encore mieux. Donc, il faut que les médecins privés aussi aient accès à au système, parce qu'il y a des parents qui aiment le privé, il y a d'autres. Pourquoi ne pas penser à une carte vitale universelle, comme c'est le cas en France, où c'est une connexion entre le secteur privé, le public et les pharmacies. Tout est... voilà, que vous ayez dans le privé ou à l'hôpital, toutes vos données médicales sont concentrées dans une carte. Dernière question, si j'étais le ministre des Finances, quelle est la mesure que vous aimeriez que je prenne en considération à 100%? Ne me dis pas toutes les mesures, c'est je crois que effectivement tout est important et peut-être il y a des choses plus importantes, mais peut-être pour revenir au début de notre conversation, si on veut continuer à s'appuyer sur la société civile pour améliorer le bien-être des Mauriciens, il faut reconnaître cette société civile et du coup amener des réformes plus légales, structurelles qui permettent aux ONG qui sont là et qui se battent de faciliter leur travail et de pouvoir... Le dernier mot, ce sera le vote. Je rejoins beaucoup Nicolas dans ce qu'il dit, de revoir la catégorisation des ONG, que nous soyons des partenaires reconnus et que le partenariat soit durable. Je pense que ça c'est absolument nécessaire, donc d'investir de l'argent pour revoir cette structure-là, ce système-là, pour que dans 10 ans, on ne se revoit pas pour répéter les mêmes choses. On se verra peut-être l'année prochaine. Pour remercier le gouvernement d'avoir pris de bonnes mesures. Non, mais ça, c'est dans un mois ou presque, vous allez savoir ce qui a été pris, quelles sont les mesures, les demi-mesures, les non-mesures.